Bonjour, bienvenue dans notre vidéo. Nous allons parler des transports aujourd'hui, du système de transport, du rôle des transports dans les villes africaines. Et donc, je vous invite à nous suivre avec cette première question. Quels sont les différents modes de transport? Alors, on a plusieurs manières de catégoriser. Ça pourrait être par le type de transport, mode doux, et les transports motorisés, donc mode doux, vélo et marche à pied, et transport motorisé, la voiture, la mototaxi, le minibus, ou alors on pourrait voir entre ce qui est du collectif et du privé, transport public versus transport individuel, ou alors une troisième manière de catégoriser serait de voir ce qui est du transport dit formel et du transport dit informel, et dans le transport dit informel, on parle souvent de transport artisanal. Voilà, ces différentes manières de voir les choses. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre les différents modes de transport et aussi de comprendre quelle est la marge de manœuvre qu'on a lorsque l'on parle de ces transports. Alors on aura la marche à pied, bien sûr, on aura le vélo. La marche à pied est uniformément répartie sur l'ensemble des villes, puisque c'est sans doute le moyen de transport qui est majoritaire aujourd'hui dans les villes africaines. Le vélo, ça dépend des pays. Dans certains pays, on utilisera plus le vélo que dans d'autres. Dans certaines villes, plus le vélo que d'autres. Ça peut être des questions de tradition, mais aussi des questions de topographie. Les villes fortement en pente sont quand même beaucoup plus difficilement accessibles. Il y a des traditions dans certains pays où on va utiliser plus la bicyclette que dans d'autres. Globalement, la bicyclette permet effectivement à la force du corps humain, donc les propres muscles, de se déplacer plus rapidement qu'avec la marche à pied. Elle est extrêmement peu consommatrice d'énergie, tout comme la marche à pied. Donc, en termes d'efficacité de la machine, c'est sans doute la bicyclette qui est le plus efficace par rapport notamment à une voiture. Je prends le cas de la voiture. La voiture, en gros, c'est 2 tonnes de machines qui permettent de déplacer, si vous êtes seul dans votre voiture, une moyenne de 80 kg. Donc on a une machine de 2 tonnes qui est là pour déplacer 80 kg. Or, un vélo, on est dans une machine de 15 kg qui va déplacer un corps de 80 kg. On voit que la proportion n'est pas du tout la même. Ça veut dire que l'énergie passée à se déplacer est beaucoup plus grande que pour le vélo que dans la voiture, où la plupart de l'énergie qu'on va mettre ou qu'on va déployer sera juste pour que la machine puisse avancer et pas encore pour déplacer les 80 kg. Donc la majeure partie de l'énergie sera pour bouger les 2 tonnes et pas les 80 kg en plus. Autre mode de transport, on aura les transports collectifs. Ça peut être dans la plupart des villes des taxis collectifs où on s'engouffre à plusieurs dans un même taxi. Ça peut être des minibus, ça peut être des bus plus ou moins moyens, ou alors la grande mode aujourd'hui, ce sont les grands bus comme on voit apparaître un petit peu partout. Traditionnellement aussi, on est plutôt sur des structures sociales qui favorisent l'utilisation des minibus. Donc pour utiliser ces grands bus, ça veut dire qu'on doit partir de cette structuration en GIE, en groupe d'intérêt économique, pour avoir une structuration avec des grosses sociétés. Et l'enjeu derrière ces grands bus est effectivement la mise sur le côté de toutes les petites sociétés artisanales au profit de grandes sociétés étatiques ou de grands groupes qui feront la gestion, donc elles peuvent être aussi privées, mais on a là un changement qui s'opère de plus en plus dans les villes. Ensuite, on a un certain nombre d'autres modes de transport qui va du vélomoteur parfois, surtout à la moto, qui devient mototaxi la plupart du temps. Donc on va pouvoir comme ça déplacer 2 personnes avec une moto. Là aussi, l'avènement des mototaxis et notamment des prix relativement bas dans certains pays de motos venant de Chine a permis ce développement absolument incroyable du mototaxi. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est qu'on a une foultitude de modes de transport, et lorsque l'on parle de transport dans les villes, on va commencer à imaginer quel type de transport pour répondre à quelle demande ou à quelle solution. On a bien sûr la voiture individuelle qui reste l'apanage des plus riches, qui reste aussi le but à atteindre la plupart du temps, mais qui
est sans doute celle qui pose le plus de problèmes en termes urbains. Comment sont planifiés les transports? Comment sont planifiés les transports? Il y a plusieurs manières de faire. Il y a d'abord ce qu'on appelle le transport informel, qui, lui, semble ne pas être planifié, quoique on verra par la suite que tous ces GIE, ces groupes d'intérêt économique, la plupart du temps, sont dans des syndicats de chauffeurs et donc sont extrêmement bien structurés. La seule chose, c'est que cette structure, la plupart du temps, échappe au contrôle de l'État. C'est pour ça qu'on va dire que c'est de l'informel ou de l'artisanal. Mais il y a une structuration sociale, il y a des familles derrière, il y a des propriétaires, il y a des apprentis, il y a toute une structuration de la société, et donc ce n'est pas de l'informalité telle qu'on l'imagine, c'est quelque chose d'extrêmement formel, sauf que ce n'est pas dans l'escarcelle de l'État, et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'informalité. Quoi qu'il en soit, ça répond à des choses extrêmement précises, et puis il y a des négociations qui se créent pour les parcours. Par contre, on va en principe faire des parcours qui sont rentables, et donc il y a des territoires qui ne seront pas touchés par ce type de transport. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont simplement pas rentables. Donc on va finalement laisser faire. On aura d'autres types de transports, de type taxi, qui vous permettent à la demande d'aller et vous payez votre course, et plus vous allez loin, plus vous allez payer relativement cher. Et puis il y a ce qui est du transport, et notamment du transport public formel, qui là se matérialise aujourd'hui dans les grands bus dont nous parlions tout à l'heure, qui est planifié, et on cherche comme ça à comprendre et à remplir un certain nombre de lignes qui font sens dans la planification globale de la ville. Donc soit la ville, sa planification est au service de la mobilité, soit la mobilité au service de la planification. Le mieux, c'est quand les deux se répondent. Ça veut dire qu'on crée des lignes, ça veut dire qu'on planifie des zones en fonction des transports, en fonction de cette articulation entre transport et planification. Enfin, on planifie un certain nombre de voiries, d'autoroutes, de rocades. Là aussi, on planifie en général en fonction de comptage de voitures, en fonction de choses assez classiques et sommaires. Et on voit, pour comprendre et connaître véritablement les petites subtilités du transport dans les villes africaines, c'est jamais ou rarement une question de dimensionnement, mais plutôt une question d'usage. Donc de nouveau, on va planifier sur des grands principes qu'on retrouvera au nord comme au sud, sans prendre en compte les véritables usages. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'aujourd'hui, si on veut véritablement planifier des transports, on doit être conscient des différents usages des populations et des transports qui vont avec. Le code de la route pose plein de soucis, puisqu'il est très peu respecté, et souvent, le simple fait de respecter le code de la route permettrait une fluidité du trafic beaucoup plus grande. Je prends ce seul exemple. L'état des routes, ça ne veut pas dire que la route est trop petite, ça veut dire simplement qu'elle est en mauvais état, et donc elle ne permet pas une fluidité de la circulation. Les fluidités piétonnes, c'est la même chose, ça devient de plus en plus compliqué, et donc il faut un renversement finalement des hiérarchies pour dire le principal acteur du transport, c'est celui qui se transporte tout seul, et donc celui qui fait de la marche à pied. Et c'est ça qu'on devrait avoir prioritairement en tête. Et les transports informels, là aussi j'ai déjà partiellement répondu, mais ces transports informels qu'on appelle transports artisanaux, sont extrêmement importants parce qu'ils structurent et sont structurés par les sociétés qui habitent les villes. Donc c'est très difficile de faire bouger. Ils ont une forme qui leur permet finalement d'être relativement efficaces, en tout cas socialement efficaces. Alors il faudrait peut-être réfléchir à certaines normes de sécurité, certaines normes de vétusté peut-être des véhicules où il y a des trous et on voit la route défiler lorsque l'on regarde simplement comme ceci. Peut-être qu'il y a des progrès à faire en termes de sécurité. Par contre, l'organisation qui va derrière fonctionne relativement bien. Alors, les chantres du formalisme vous diront que tout ça doit être détruit pour remplacer par autre chose. Moi, ma position, elle est très claire, c'est que ce qui fonctionne ne doit pas être remplacé, doit juste être amélioré. On doit permettre finalement d'une
situation d'informalité totale, comme on l'appelle, à faire une situation d'une informalité efficace, comme je pourrais l'appeler, où effectivement on va essayer de gommer un certain nombre de dysfonctionnements, parce qu'il y en a aussi, on ne fait pas l'apologie de ce type de transport, on essaie juste de l'utiliser comme un levier pour ensuite comprendre comment ce transport pourrait être utile à l'ensemble de la ville. Sur quel mode de transport faut-il miser? Je dirais la marche à pied. Que sur la marche à pied. Alors bien sûr, plus on va s'étaler dans le territoire, plus la marche à pied devient difficile. Mais on a des taux de motorisation de peut-être 50 véhicules pour 1000 habitants. En Suisse, d'où je vous parle, on est à plus de 500 véhicules pour 1000 habitants. Donc on n'a pas besoin de 10 fois plus de routes, on n'a pas besoin de construire des rocades partout, c'est un autre problème qui se pose. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit véritablement réfléchir dans une perspective de durabilité, on doit réfléchir à la marche à pied, qui est majoritaire dans les villes africaines, et c'est cette marche à pied qu'on doit mettre au centre des débats. Alors je sais que c'est très facile à dire, c'est excessivement dur à faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas désirable et que tout le monde aimerait avoir accès à sa grande limousine avec les vitres teintées. Quoi qu'il en soit, on pourrait commencer à travailler en mettant ça en priorité. Ça veut dire qu'on crée de la fluidité dans les villes, ça veut dire qu'on garde les arbres qui créent de l'ombre, qu'on puisse marcher tranquillement et qu'on puisse déambuler. Aujourd'hui, on fait le contraire, c'est le tout à la voiture, et dans aucune ville d'Afrique subsaharienne, on a cette réflexion sur la marche à pied et sur le vélo, sur les modes dits doux, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, les modes doux, mais c'est une vraie réflexion. Pourquoi? Parce qu'ils ne coûtent rien et que les gens, dans tous les cas, utilisent cette marche à pied. Et puis ensuite, si on doit partir sur un autre type de transport, ce sera le transport en commun, bien sûr, et avec une tendance pour moi de repartir de la formalité plutôt que de tenter absolument, après 40 ans d'échecs, à replacer encore une fois les grandes sociétés nationales ou des concessionnaires étrangers qui vont gérer des sociétés de bus. On est là pour construire sur ce qui fonctionne, et pour l'instant, c'est le système des minibus qui semble le plus acceptable pour cette transformation. Donc, marche à pied, minibus, le reste, on le met en deuxième catégorie, et donc ce n'est pas la priorité, et on va réfléchir en fonction de ce transport public en minibus et de la marche à pied. Et si on doit rajouter, ce sera sans doute le vélo et des transports qui sont peu coûteux en énergie, et c'est ça qui rend véritablement la ville durable. Voilà, on s'arrête là pour cette réflexion sur quelques éléments de transport. Je voudrais juste finir avec un élément important qui a déjà été dit dans un cours précédent, mais je voudrais revenir là-dessus, c'est de faire toujours une planification du soft au hard, du plus simple au plus compliqué, du meilleur marché au plus cher. J'ai un problème d'embouteillage, je vais d'abord faire respecter le code de la route, peut-être je vais devoir boucher quelques nids de poules sur la route, peut-être je vais devoir enlever quelques embarras qui gênent le passage. Une fois que j'ai fait ça, ça ne m'a coûté pratiquement rien. Je regarde si j'ai toujours mon problème. Si j'ai toujours mon problème, on va entrer dans des plans directeurs de circulation pour voir est-ce que je peux plutôt ici mettre à sens unique, ici mettre à double sens, et comme ça fluidifier le trafic. Si ça ne fonctionne toujours pas, on va commencer les travaux en ouvrant peut-être, réaménageant un carrefour, ouvrant telle ou telle voie. Et puis on va aller comme ça jusqu'à l'inévitable rocade autoroutière qui fait le tour de la ville. Mais pour arriver à cette rocade autoroutière, lorsque l'on voit les taux de motorisation et le nombre de linéaires de voirie, il ne devrait pas y avoir d'embouteillage dans les villes africaines. Ça veut dire que la question n'est pas de l'infrastructure, la question elle est sur l'usage. Et tout pendant qu'on ne règle pas la question de l'usage, ou la question, je dirais, du maintien des passages et du maintien de la loi, eh bien ça ne sert à rien de faire des rocades, car elles ne font rien de plus, ça n'aide en rien les villes, puisque si la pratique sur la rocade est la même qu'au centre-ville, on se trouvera dans des solutions identiques rapidement. Donc de nouveau là, on doit changer la manière de faire, et ce n'est pas en aménageant un carrefour qu'on va réussir quoi que ce soit, puisque si je ne respecte pas le sens de la voie
dans mon carrefour, qu'il soit aménagé ou pas, ça ne changera strictement rien. Voilà, ça c'est pour terminer le message principal de ce cours, du soft au hard, du plus facile au plus complexe et du moins cher au plus cher. Et c'est dans cet ordre-là qu'on doit réfléchir et qu'on doit planifier aujourd'hui les transports et pas autrement.